Bonjour, je vais dans cette vidéo vous présenter le contenu de ma trousse de premiers secours canin. Dans une deuxième partie, je vais vous présenter qui suis-je pour prétendre faire une telle présentation. En 3, je répondrai à la question à qui s'adresse cette vidéo. Enfin, dans une quatrième partie, je vais rapidement survoler les différents points que je vais traiter. Et enfin, en cinquième partie, nous allons traiter en détail chacun des points pour finir par une conclusion générale. Donc, qui suis-je pour traiter une telle présentation? Alors, je suis tout d'abord propriétaire de chiens actifs qui sont appelés à intervenir avec moi pour différentes missions et qui sont appelés à faire des promenades ou des randonnées avec moi. La deuxième chose, c'est que accessoirement, je suis également éducateur canin. C'est donc mon métier de travailler avec des chiens, des propriétaires, dans le cadre d'éducation canine, d'obéissance et de ce que j'appelle le recodage canin, que je fais avec mes chiennes qui travaillent et m'aident à recoder des chiens que l'on pourrait qualifier de déviants. Concrètement, pour le dire très vite, le meilleur docteur pour un chien et pour expliquer à un chien qu'il se comporte mal, c'est un autre chien qui va pouvoir lui expliquer en langage de chien. Voilà, c'est très résumé d'une manière extrêmement rapide, mais c'est là qu'intervient une chienne que l'on peut qualifier de chienne thérapeute, chienne docteur, chienne médiatrice, comme vous voulez. Ceci a été découvert il y a déjà plus de 30 ans, et sachez tout de même que malgré les fausses vidéos qui traînent à gauche et à droite, ce ne sont que les femelles qui peuvent faire ce genre de choses, et en aucun cas les mâles. J'en suis navré, mais c'est comme ça. Je referme cette petite parenthèse. Pour continuer à répondre au deuxième point, à savoir qui suis-je pour prétendre faire une telle présentation, je suis également titulaire d'un certificat de compétence en premier secours canin. Cela ne signifie pas que je suis vétérinaire. D'ailleurs, je ne suis pas vétérinaire, mais je sais que les premiers gestes de premier secours sont nécessaires pour sauver une vie avant d'avoir accès éventuellement à un vétérinaire. Prenons un cas classique, vous êtes en randonnée avec vos animaux, l'un de vos canidés vient de se faire piquer à 2000 ou 3000 mètres d'altitude par une vipère aspi. Le premier vétérinaire, il est à 6 ou 8 heures de marche. Eh bien, il est bon de savoir faire un certain nombre de choses pour pouvoir éventuellement sauver la vie de votre animal. Donc, la notion de premier secours, elle est exactement là. Autre exemple, vous êtes en forêt, votre chien vient de tomber sur une harde de sangliers qui était peu loin au repos, il vient d'être chargé par un sanglier qui protège ses petits, il se retrouve avec des plaies ouvertes à gauche ou à droite. Là encore, il faut savoir réagir. Troisième et dernier exemple, vous n'avez pas forcément des chiens ultra sportifs, vous-même, vous ne faites pas de randonnée à 3000 mètres d'altitude ou en forêt, mais simplement vous promenez votre chien en ville à 300 mètres autour de votre maison, votre chien est en laisse, il rencontre un congénère, malheureusement ça se passe mal, tout ce petit monde se mord à gauche et à droite, votre chien se retrouve avec des plaies, eh bien là encore, il est bon d'avoir le nécessaire en termes de médical pour pouvoir réagir le plus rapidement possible. C'est ce qui s'appelle les premiers secours canins. De ceci, on arrive au troisième point de ma présentation, à savoir à qui s'adresse cette présentation. Si vous m'avez suivi jusque-là, vous avez compris que ça s'adresse à tout public, concrètement à tout propriétaire de chien. Du non-sportif, du chien jeune, du chiot, du chien âgé, peu importe, tout canidé peut un jour avoir une blessure plus ou moins grave, et il est bon en tant que propriétaire de savoir comment réagir. Bien. Maintenant, je vais détailler les points que je vais aborder ensuite en détail. Donc, on va parler protection, on va parler désinfection, on va parler des outils que j'ai toujours avec moi pour pouvoir faire un certain nombre d'actes, on va parler produits,
On va traiter la thématique de l'empoisonnement par ingestion. On va traiter une problématique de type patte cassée. On va traiter la problématique d'une plaie ou une coupure, plus ou moins profonde sur votre animal à différents positionnements sur son corps. On va traiter également la partie parasite. Typiquement, ce que vous pouvez rencontrer assez souvent en Europe, un tic qui serait planté sur votre animal. Et enfin, je terminerai par la notion de choc thermique. En particulier, ça c'est ce qui peut arriver si on est à haute altitude et après avoir eu un accident. Bien, on commence par le début. Ce que j'ai posé au sol, c'est en fait deux produits qui vont servir à la notion de protection. Alors, ici, ce qui m'intéresse, c'est uniquement la corde qui est attachée au bout de mon couteau. Concrètement ici, si je n'ai pas de muselière, et donc ce que je suis en train de vous montrer ici remplace la notion de muselière. Ce que je vous invite à avoir, c'est une petite muselière en tissu que vous mettez à votre animal et qui va vous permettre de vous protéger vous-même des morsures de votre animal. Car au moment où vous allez le traiter, eh bien, comme il a mal, il risque de vous mordre. Donc ça serait embêtant de partir d'un problème et d'en avoir deux au final. Donc, moi, sur base de ces deux choses, ces deux produits, une cordelette et une bande Velpo de ce type-là, je fabrique à la main une muselière. Je ne vais pas vous montrer ici comment faire, mais par contre, je vais vous inviter fortement à avoir avec vous une muselière. Donc, je passe très vite là-dessus. La première chose que vous devez avoir, c'est une muselière. Et bien évidemment, dans le cadre de l'éducation de votre chien, vous devez lui avoir inculqué la notion d'accepter la muselière. Donc, il doit être entraîné, il doit avoir l'habitude. Et une muselière, ça doit être aussi sympathique que mettre son collier et pas plus compliqué que ça. J'apporte maintenant le deuxième point. À partir du moment où votre animal sera muselé et vous allez passer au traitement, juste avant ça, il est pas mal de vous désinfecter les mains. L'idée étant d'empêcher que les germes qui sont sur vos mains rentrent en contact avec la plaie, puisque justement, vous allez venir, s'il y a une plaie, désinfecter cette plaie. Et vous allez pour ça utiliser bien évidemment vos mains. Donc, du gel qui permet de laver vos mains est la première opération à faire juste après avoir mis en sécurité votre chien, c'est-à-dire l'avoir muselé. Donc ça, vous trouvez ça n'importe où, en pharmacie ou ailleurs. Je passe très vite, vous avez compris l'idée. On se lave les mains. Et quand on est au milieu de la forêt, il n'y a pas forcément un lavabo avec du savon, bien évidemment. Donc on a un petit truc comme ça qui permet de se nettoyer les mains. Je passe maintenant aux outils. Les outils que j'ai avec moi sont ceux-ci. J'ai un couteau suisse. J'ai ce qui ressemble à un ciseau et qui a une pince à l'extrémité. J'ai une seringue, au moins du 20 ml. J'ai un briquet. J'ai une pince à tic. Maintenant, je vais reprendre l'ensemble de ces outils avec un certain nombre de produits et les associer à chaque opération de soin que l'on peut faire. Donc, je passe l'inventaire des produits et je vais aborder directement la notion de traitement par empoisonnement. Dans le cadre du traitement par empoisonnement, trois choses. Ça, ce sont les produits. Ça, c'est l'outil. Je vais dans un premier temps, d'une manière générique, vous expliquer quel est le produit. Le produit, il s'agit de charbon. De charbon qui peut être soit sous format liquide, dans une petite bouteille. Je ne fais aucune publicité pour une quelconque marque.
Et ce charbon actif va avoir pour objectif d'être ingéré par votre animal, que vous soupçonnez d'avoir mangé quelque chose de poison, de manière à ce que le charbon vienne neutraliser la toxicité de ce qu'il a ingéré. Donc si c'est liquide, grâce à une seringue comme celle-ci, vous allez dans la bouteille pomper le liquide et ensuite le faire boire à votre chien. Bien évidemment, dans le cadre d'une muselière, vous avez, pour le cas d'une intoxication, pas besoin d'avoir posé la muselière. D'accord ? Vous savez juste que votre chien doit ingérer quelque chose, et donc la muselière dans ce cadre-là n'est effectivement pas utile. Mais à des fins didactiques, puisque nous allons aborder dans cette présentation le fait de soigner une plaie, le fait de soigner une patte cassée et savoir quoi faire pour réagir, dans ces cadres de plaies, de coupures, de pattes cassées, la muselière est évidemment nécessaire. Par contre, dans le fait de traiter une intoxication, la muselière n'est pas nécessaire. Donc, d'un point de vue liquide, ceci, si vous savez que votre animal, par exemple, vous êtes déjà entraîné à le faire boire avec une pipette, vous entraînez chez vous avec donc de l'eau que vous mettez dedans et vous regardez si votre animal est capable et accepte ce type de contact avec vous. L'autre manière de faire pour faire prendre du charbon actif, c'est de passer par des choses solides. Donc vous pouvez acheter des capsules de charbon, d'accord ? Ça se vend en tablette comme ceci, voilà une tablette complète. Tout ça, ce sont des capsules de charbon actif. Donc ici, il n'y a pas de notion de liquide à faire boire, il faut lui faire manger. Donc la problématique pour faire manger du charbon, a priori, c'est pas tellement appétissant. Donc vous aurez toujours avec vous quelque chose qui est, en termes d'odeur et en termes de goût, appétissant. Un truc très facile, vous avez toujours un petit peu de beurre dans une petite boîte, un petit peu de pâté dans votre sandwich. Vous frottez délicatement la pastille de charbon actif sur votre pâté, vous le donnez à votre chien et le fait que ceci sente le pâté directement va être ingéré. Le nombre à donner va varier en fonction du poids de votre chien. Il n'y aura jamais de risque à faire ingérer trop de charbon actif que pas assez. D'accord ? Donc en fonction de ce que vous avez vu, de ce que vous ne savez pas, et du poids de votre animal, indiquez en commentaire si ceci vous intéresse, notamment en termes de poids, je pourrais y répondre. Eh bien, si vous donnez beaucoup de charbon actif, simplement, et même si vous en donnez peu, votre animal va avoir des selles qui seront de couleur noire, il ne faut pas vous en inquiéter. Le but du charbon actif, c'est justement de capter cette toxicité avant qu'elle passe dans le sang de votre animal. Donc, on résume, 2 moyens pour faire prendre du charbon actif, le moyen solide que je suis en train de poser au sol, et où ces deux choses-là, quelque chose de liquide avec du charbon actif, que vous faites prendre avec une seringue. Toujours lorsque vous avez terminé cette opération, eh bien, vous contactez, une fois que vous êtes au contact, soit téléphonique, soit physique d'un vétérinaire, de raconter toute votre petite aventure pour avoir son avis médical. Mais le premier soin qui consiste à faire prendre du charbon actif ne sera jamais nocif pour votre animal. D'accord ? Ça ne peut pas être nocif, ça ne peut par contre qu'être bon, et en cas de risque, de doute d'ingestion, par exemple quelque chose de tout bête, votre animal vient de manger du chocolat à la maison, sachez que la taurine qui est présente dans le chocolat est mortelle pour le canidé. Donc en fonction de la quantité de chocolat qui a été ingérée, plus le chocolat est foncé, plus c'est dangereux, il n'y a pas de risque avec du chocolat blanc, eh bien votre animal peut en mourir. Donc pour nous humains, le chocolat c'est fantastique, on en mange énormément. Pour un chien, c'est juste mortel. Et c'est avec du charbon actif que vous allez pouvoir neutraliser ceci. Mais encore une fois, on donne le charbon actif et ensuite, si on peut, on consulte un vétérinaire pour avis final. J'en ai terminé sur la notion d'empoisonnement par ingestion. J'enlève les produits et on passe au prochain sujet. Le prochain sujet que je vais aborder, c'est la notion de patte cassée. Alors, quand on a une patte cassée, la première chose que l'on doit faire, c'est immobiliser le membre.
Si on sait réduire la fracture, il y a deux cas, c'est soit la fracture est avec luxation, soit la fracture est sans luxation. C'est-à-dire que si il y a, je vais poser les outils au sol, un os normal que je simule par mes deux doigts, s'il n'a pas de cassé, avec éventuellement une fracture ouverte, on se retrouve avec un os ici, un os là, il va falloir réduire la fracture. Réduire une fracture, ça veut dire qu'on vient positionner les os au bon emplacement. Cet acte médical ne peut être fait que par un professionnel ou quelqu'un qui a l'habitude de le faire. Vous, votre travail, ça va être, dans un premier cas, de parier pour qu'il n'y ait pas de luxation, donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir une fracture où il n'y a pas eu de décalage sur les os. L'os est certainement cassé, mais il est comme ceci. Il va falloir immobiliser le membre de l'animal. En tous les cas, faire pour que si la fracture est comme ça, qu'elle ne soit pas comme ça. Donc pour immobiliser, ce que moi j'ai toujours avec moi, je récupère les fameuses baguettes que l'on a quand on va manger dans un restaurant japonais pour attraper les sushis. Donc j'ai toujours dans ma trousse des baguettes comme ceci, qui sont par définition droites et que je vais pouvoir couper ou casser à loisir pour justement mettre de chaque côté d'un membre 2 baguettes pour pouvoir ensuite, en utilisant de la bande, pouvoir mettre autour de la patte de l'animal de manière à garder une position fixe. Donc, je vous présente l'autre type de produit que j'ai avec moi, de la bande extensible autocollante. Alors celle-ci est usée, elle va mal se coller, mais grosso modo ici, je suis en train de faire un bandage autour de mes deux doigts. La bande, quand elle est neuve, elle reste fixée. Ici d'ailleurs, vous pouvez constater qu'elle reste fixée. Donc, à avoir toujours avec soi ce type de bande. En voici une neuve qui est encore sous blister. Ça fait 4 cm et demi. Et ici, en voici une d'une largeur de 7,5. Il en existe également en 10 ou 11, à voir en fonction des bandages que vous avez à faire. Moi, j'ai toujours ces deux largeurs qui sont avec moi dans ma trousse. Pour compléter la solidité de la fixation, en fonction de ce que l'on a à faire, qui doit être plus ou moins serré, j'ai deux types de choses avec moi. Du ruban adhésif de type Sparadrap. Sparadrap correspond à la marque, mais vous avez compris de quoi est-ce qu'il s'agit, qui va permettre de fixer convenablement et de renforcer la bande auto-adhésive. Donc à avoir ceci dans le cadre d'un pansement que l'on doit faire. Pour sécuriser le pansement, j'utilise ceci. Si pour des raisons X ou Y, le pansement doit être maintenu d'une manière un peu plus forte, si il y a des notions d'humidité, par exemple, j'ai un autre type de bande qui ne correspond pas à quelque chose de médical, mais que vous pourrez trouver dans tous les magasins en ligne ou pas, de produits utilisés par les gens qui font de l'escalade. Donc typiquement ce type-là de scotch, plutôt d'adhésif, c'est de l'ultra solide qui est capable de tenir sur des zones plus ou moins humides. C'est ce qu'on utilise en escalade pour pouvoir se mettre sur les plaies dans les chaussures lorsqu'il y a des points d'achauffement, des blessures de type ampoule et des choses comme ça. Donc grosso modo, l'idée qui est derrière là, c'est de l'adhésif ultra puissant et qui va tenir dans les zones humides. J'en ai terminé avec la notion de patte cassée. Donc tout ce qui est là posé au sol sert à immobiliser une patte. Je vais avoir une petite visite de Maya qui est à côté. Voilà, couché. Très bien, qui va se coucher, nous écouter et regarder ce que je fais. Je reprends tout le matériel avant d'aborder l'autre sujet.
Le sujet que je vais aborder maintenant, ça va être la notion de plaie. Donc, pour une plaie, dans un premier temps, je vous rappelle que vos mains ont été lavées. La première chose que vous allez devoir faire, c'est de désinfecter. Pour ceci, un produit fantastique, l'isobétadine. Donc l'isobétadine, en petits flacons comme ceci, ou en flacons beaucoup plus petits, utilisables en one shot. Moi, j'ai toujours un flacon comme ça avec moi. L'isobétadine, c'est je désinfecte la plaie. Donc l'idée, c'est que votre animal, par exemple, il vient d'avoir été en contact avec des animaux sauvages, il vient d'être griffé par un chat, il vient d'être mordu par un autre chien, d'accord? Il peut y avoir dans la salive des canidés, dans la peau, les dents d'un sanglier, des pathogènes qui vont être nocifs. Et donc, il est urgent, en termes de premier secours, de nettoyer la plaie. L'isobétadine va vous servir à nettoyer cette plaie. Premier produit indispensable. Deuxième produit, une fois que cette plaie aura été désinfectée, en fonction de sa profondeur, en fonction de sa superficialité ou non, vous pouvez soit décider de couvrir la plaie, et donc ici, vous utilisez des des compresses de gaz stériles, et ces compresses de gaz stériles, donc moi j'en ai toujours plusieurs avec moi, vous faites un bandage, toujours sur base des fameuses bandes que je vous ai montrées tout à l'heure, qui servent à l'immobilisation dans le cadre d'une patte cassée, qui sont de la bande auto-adhésive de différents diamètres. Je vous les remontre à des fins didactiques. Voilà le type de bande à utiliser. Donc vous voyez que ici, elle est auto-fixée sur elle-même, ça se colle, vous l'utilisez et vous fixez avec cela. Bien évidemment, tout à l'heure, je vous ai montré un outil qui est indispensable. Pourquoi est-ce que j'ai un couteau suisse avec moi? C'est que pour couper cette fameuse bande, je vais utiliser le ciseau qui est intégré dans mon couteau suisse. Donc ce ciseau va me permettre de venir couper ma bande à la longueur dont j'ai besoin quand je suis en train de faire le bandage à l'animal. D'accord? Donc tout ce qu'on a au sol ici permet de travailler pour, une fois qu'on a désinfecté la plaie, on désinfecte en sacrifiant une première compresse. Donc on met de l'isobétadine sur la compresse, on nettoie la plaie. Ceci on le met de côté, la compresse avec laquelle on a nettoyé, elle n'est plus utilisable. On prend une autre compresse sur laquelle on peut mettre de nouveau de l'isobétadine, et là, on fait le pansement. Si la plaie est superficielle et que, à votre avis, elle ne va pas nécessiter un avis médical ou besoin de recoudre un animal, ce qui doit être fait chez un professionnel de santé, c'est-à-dire un vétérinaire. Les cas qui peuvent arriver, par exemple, sur les chiens un peu sportifs, le coussinet, par exemple, qui est ici, peut être arraché. Et ça, il n'y a pas besoin de rencontrer un sanglier ou un autre chien. Un animal est capable de se le faire lui-même. Oui, je sais que tu es là. Maya, couché. Voilà, j'ai ma spectatrice qui est ici. Donc, qui va nous montrer ici, par exemple, son coussinet. Le coussinet qui est ici, par rapport à l'autre qui est là, vous voyez qu'ils n'ont pas la même taille et que, bien évidemment, il y en a un qui a été blessé. Et il y en a un qui a dû être coupé, justement, suite à 2 blessures qui ont eu lieu sur ce coussinet. L'autre est intact. Mais j'ai dû intervenir en urgence, en premier soin, sur cette partie-là, qui était pas très jolie à voir.
Tu te mets de côté là, mal. Oui, pas à bouger. Bien, on en a fini sur cette partie réparation en termes de désinfection et de protection de la plaie. Donc je disais que si vous avez par contre une plaie qui est superficielle, vous pouvez décider de directement mettre un cicatrisant. Pour ma part, j'utilise l'Aluspray. Donc, on a quelque chose qu'on a nettoyé, c'est une petite griffure qui semble être peu profonde, qui va pas nécessiter que des chairs se rapprochent sur du long terme. On a juste quelque chose qui est, au sens humain, une égratignure. Petit 1, on nettoie. Petit 2, un coup d'Aluspray. J'en ai terminé avec la partie qui consiste à traiter une plaie et autres coupures. Je vais renlever le matériel et passer au point suivant. Abordons maintenant la notion de parasite. Parasite de type tique. Je vous ai montré tout à l'heure 2 outils que j'ai avec moi, à savoir une pince à tique et un briquet. Donc quand on repère un tic sur un animal, il faut l'enlever le plus rapidement possible. Donc l'animal peut être directement en train de se promener sur la fourrure de votre canidé, ou bien peut être planté. Donc prenons le cas numéro 1, il est en train de se balader, vous enlevez sur votre canidé le tic. La tique en question, vous la placez au sol sur, par exemple, un petit morceau de caillou. Et, avec votre briquet, vous tuez le tic en la brûlant. Avant de faire ceci, il y a quelque chose qui peut être intéressant en fonction de l'endroit géographique où vous êtes. Et ce sont les choses suivantes. Si vous avez un appareil photo avec vous, votre simple téléphone, vous prenez une photo avec une résolution la meilleure possible de la tique. Vous essayez de noter l'endroit géographique où vous êtes, votre positionnement GPS ou en tous les cas votre positionnement approximatif. Et en fonction de l'endroit où vous êtes en Europe, il y a des sites web qui référencent la présence de tiques dans des endroits particuliers, ce qui sert en fait à différentes études et de recherches pour voir et étudier la propagation de ces insectes dans nos contrées, et en fait dans le monde entier. Sachez que les tiques sont de plus en plus envahissantes, de plus en plus présentes et sont capables de véhiculer des maladies qui peuvent être extrêmement dommageables à la fois pour les canidés et pour l'homme, dont certaines sont mortelles. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet, votre vétérinaire pourra vous indiquer bien mieux que moi ici des détails dont vous pourriez avoir besoin. Le deuxième cas, c'est la tique qui est plantée sur votre animal. Donc ce type de pince que vous pouvez acheter à peu près n'importe où, en pharmacie, dans les magasins de vente d'articles pour chiens. Donc l'utilisation, on attrape la tique comme ceci, je me mets de côté. On vérifie bien que la tique est bien prise. On tourne l'appareil sur un tour et on tire. L'idée en faisant cette manipulation, c'est de retirer la tête du tic. Donc l'erreur que font les débutants, c'est je prends ceci, je ferme et je tire direct. Non, n'oubliez surtout pas qu'on prend et on tourne. Et cette action de tourner va en fait faire lâcher les crocs du tic qui sont ancrés dans l'épiderme de votre animal. Une fois que la tique est au bout de votre pince à tique, encore une fois, vous la prenez en photo, vous positionnez votre endroit géographique où vous êtes, et pour la tuer réellement, n'essayez pas de vous dire je l'écrase avec mon pied. Non. Vous allez, si vous faites ceci, vous allez juste exploser son estomac, mais l'estomac de la tique est capable de se reconstruire. Donc la tique qui a son stock de sang dans une poche est capable de reconstruire cette poche. La seule et unique façon de la tuer, et avec le moins de souffrance possible, c'est de la mettre à haute température de suite. Et là, vous pouvez vous dire qu'en l'espace
d'une seconde à peine, la tique sera tuée. Bien. Je ne vous ai pas donné encore d'explication quant à cet outil. Donc ça, c'est ce que vous pouvez trouver dans tous les magasins de pêche. Bonjour Lilou, pousse-toi un petit peu. Et ça peut être pratique d'avoir ce genre de choses pour aller chercher éventuellement quelque chose qui est coincé au fond de la gueule de votre animal. Alors typiquement, ce qui peut arriver, vous vous promenez au bord de l'eau et justement, des pêcheurs ont oublié des hameçons au bord de l'eau, avec des appâts plus ou moins appétants pour votre chien. Et votre chien a pris un hameçon avec l'appât au bout et se l'est coincé au fond de la gorge. Avec ceci, vous pouvez espérer aller travailler au fond de la gorge, prendre l'hameçon, enlever cet hameçon et potentiellement aider votre chien à vivre convenablement mieux. Alors, vous avez bien compris que pour faire ce type d'opération, il va falloir ouvrir la gueule de votre chien. Donc là encore, la notion de protection de muselière dont j'ai parlé au début, vous allez devoir travailler sans muselière. Si vous êtes débutant en la matière, il ne faut pas faire joujou avec ce genre de choses, mais très vite aller chez votre vétérinaire. Votre première action, ça va être de voir est-ce que cet hameçon en question, il est planté dans le palais, planté dans la langue, planté à un endroit en fait où votre chien seul pourrait l'enlever seul et l'avaler encore plus loin. Ça, c'est le risque ultime. Je n'ai pas la prétention dans une vidéo, et vous imaginez bien que c'est fondamentalement impossible, d'apprécier cette situation. Cette propre situation sera à votre propre appréciation, et vous ferez cette propre appréciation d'autant mieux que vous aurez été formé convenablement pour la faire. Et j'en viens justement à la dernière partie de cette vidéo. Alors, la dernière partie de cette vidéo est la suivante. Si mes vidéos vous sont utiles, je vous invite à me le faire savoir. Un petit peu comme Maya qui vient de se montrer dans la vidéo, qui, elle, me fait savoir qu'elle a envie d'avoir un contact avec moi. Maya, pousse-toi ma belle. Là, tu veux faire partie de la vidéo. Ok, alors tu es couché. Tu me montres le coucher. Oh là là, ça c'est comment ça? Bien, tu me laisses terminer. Ok, tu te mets en position de la caresse. Bien, je vais quand même continuer cette vidéo. Donc je vous disais, je vous invite à me faire savoir dans les commentaires, en détaillant l'intérêt, si mes vidéos vous sont utiles. Le deuxième point que je porte à votre connaissance, c'est que cette chaîne est relativement nouvellement créée, et à l'origine, elle a été créée justement pour diffuser des informations de bon sens en lieu et place d'informations commerciales. C'est-à-dire que concrètement et en deux mots, je n'ai strictement rien à vous vendre ici. Je ne suis pas vendeur d'isobétaline, de scotch, de sparadrap ou de matériel visant à pouvoir faire un bandage ou non. Par contre, il est important que je sois informé par vos soins, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, s'il est utile de continuer à partager ce que personnellement je connais depuis plusieurs dizaines d'années, et qui est lié à mon expérience. Donc si c'est nécessaire de le partager avec vous, faites-le moi savoir. Si ce n'est pas nécessaire et que c'est fondamentalement futile, vous imaginez bien que je ne vais pas passer ce temps à vous faire perdre votre temps, mais que je vais plutôt le passer avec mes chiens qui, en ce moment, justement, sont en train de souhaiter vouloir passer du temps avec moi. Les informations médicales qui sont présentées ici ne remplacent pas un avis d'un vétérinaire. Au contraire, elles sont diffusées pour vous donner envie d'apprendre plus. Et à ce titre d'ailleurs, je vous invite à passer vous-même une formation de premier secours canin. J'indiquerai éventuellement dans la description de cette vidéo à qui vous adressez selon votre positionnement géographique et selon évidemment les commentaires qui seront postés en la matière. Sachez que ce type de formation est obligatoirement doit être suivi en présentiel. Donc j'insiste, c'est des choses que vous devez faire en contact d'un professionnel qui va pouvoir vous expliquer.
Parce qu'effectivement, il est impossible d'apprendre à distance à éduquer son chien, par exemple, lorsque l'on est débutant en éducation canine. Eh bien, il est exactement de la même manière impossible d'apprendre correctement les gestes qui sauvent à distance. Ce sont des gestes que vous devez faire soit sur un chien vivant, soit sur un mannequin, comme par exemple éviter un étouffement sur un chien qui vient d'avaler quelque chose, chose que je ne présente pas dans cette vidéo, puisque j'estime qu'il faut le faire en présentiel avec un professionnel de santé qui va vous montrer comment faire. Et que apprendre ceci à distance, en vous auto-corrigeant et en vous auto-évaluant, ce serait évidemment très très dangereux de prétendre qu'à distance, via une vidéo ou un tutoriel, vous seriez capable, si vous êtes débutant, j'insiste bien à la notion de débutant, d'apprendre à éduquer un chien ou d'apprendre à sauver la vie d'un chien, le tout à distance sur un simple tutoriel. C'est totalement ridicule et bien évidemment, je ne proposerai pas des choses ridicules de ce type. Donc il faut pratiquer avec un pro qui vous montrera, vous corrigera en cas d'erreur de votre part et au final validera que vous aurez bien intégré le geste qui sauve en question. Bref, vous l'avez compris, il est impossible par vidéo interposée qu'un débutant, visualisant une vidéo, comprenne de manière certaine une chose, puisse s'auto-corriger en cas d'erreur et puisse s'auto-valider en cas de réussite. Le résumé de ceci, c'est qu'il est évident que tout processus d'apprentissage, pour les phases de correction et de validation, doit faire appel à une tierce personne. Voilà, exactement que quand vous avez passé le permis de conduire, il y avait à côté de vous un moniteur d'auto-école qui vous disait en temps réel « Attention, tu fais bien » ou « Attention, tu fais mal ». Enfin, plutôt, il vous disait « Ouais, c'est super, ce que tu as fait, c'est bien ». Ou bien, quand c'était mal, il vous disait « Attention, ce que tu as fait là, c'est pas bien ». Il vous expliquait pourquoi. Et ensuite, il vérifiait avec vous que vous aviez bien compris son explication parce que vous aviez réessayé une nouvelle fois. Tout ceci, ça ne peut se faire qu'en présentiel, exactement comme une éducation d'un canidé. Ça ne peut pas se faire à distance et ça ne peut pas se faire avec un débutant tout seul. Voilà, vous avez compris mon propos. J'en termine là sur cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée. Caresse à vos canidés comme toujours. Indiquez-moi dans les commentaires. Jugez cette vidéo comme vous la souhaitez en termes de jugement. Je porte ceci à votre sagacité et c'est selon vos jugements que je publierai d'autres vidéos plus ou moins instructives visant de nouveau non pas à prétendre vous former à distance. Je sais que c'est fondamentalement impossible et je suis contre les formations à distance. Je sais ce qu'elles donnent. Je fais de la rééducation canine, donc je sais quels résultats médiocres on obtient en faisant de la chose à distance, de nouveau, quand on est débutant. Okay, il y a des formations qui sont très très bien à distance pour certains sujets qui ne sont pas liés à l'humain et à l'unicité d'un être vivant, un chien ou un humain. Par exemple, une formation à distance qui vous apprend à faire une formule mathématique ou à programmer un programme en informatique sur un ordinateur pour, par exemple, à programmer factoriel n avec une fonction récursive en langage C, tout ça, je suis bien évidemment capable de vous l'apprendre à distance. Et il n'y a aucun risque à ce que vous l'appreniez à distance. Par contre, l'unicité du chien et de votre chien que je n'ai jamais vu, je ne peux bien évidemment pas la considérer à distance. Ça, c'est fondamentalement impossible. Et ce type d'erreur, ou plutôt de mensonge, n'aura jamais lieu dans les vidéos que je diffuse pour ma part. Encore une fois, portez-vous bien, belle fin de journée, caresse à vos animaux, ciao ciao.